une sorte de think tank, d'espace d'échange pour développer la démocratie coopérative dans le cadre de nos banques. Alors j'ai bon espoir que ceci sera réalisé d'ici la fin de l'année. La deuxième grande exigence qui est apparue, c'est celle de la représentativité. En effet, historiquement, nos banques étaient et sont toujours tournées vers les PME, vers l'artisanat, le commerce, mais nous nous sommes aussi développés dans l'agriculture. Quelques-unes de nos banques populaires sont en France la deuxième banque de l'agriculture, la première étant le Crédit Agricole, comme son nom l'indique. Mais nous sommes souvent la deuxième banque de l'agriculture et parfois la première dans le domaine de la viticulture aussi. Et donc tout ceci doit être pris en considération et bien entendu, nous nous sommes développés dans la fonction publique et chez les particuliers en général. Et donc la grande question est de savoir comment tout ce panel représentatif de notre clientèle peut et doit être représenté parmi les 18 membres qui siègent au conseil d'administration. Alors l'autre question, c'est celle de la représentativité socio-économique d'une part, mais aussi territoriale. Nous sommes des banques régionales. Alors, pas forcément au sens administratif des régions françaises telles qu'on les connaît. Parfois, ça peut couvrir 2 régions administratives avec des cultures différentes. Et donc, là aussi, il nous apparaît très important qu'il y ait une bonne représentativité de ces cultures, de ces régions, pour garantir la proximité de la gouvernance de la banque auprès de nos clientèles. Et puis enfin, il y a la difficile question qui a été abordée à la fois par M. Mayer et par Mme Leroux de la représentation des femmes dans les conseils d'administration. Alors il y a une particularité française, c'est que nous avons une loi maintenant qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann, je crois qu'elle date de l'année dernière, qui demande à toutes les entreprises financières et autres, pas seulement cotées, toutes les entreprises de plus de 500 salariés et de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'avoir une représentation d'au moins 40% de femmes d'ici à 2017-2019, selon le type d'institution qui est concernée. C'est tout à fait considérable quand on sait que nous ne sommes pas des chiffres comme ceux que j'ai vus tout à l'heure dans l'exposé de M. Meyer. Nous n'en sommes pas à 25%. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus bas. Et donc, nous avons des efforts extrêmement importants à réaliser pour parvenir à cet équilibre homme-femme. Et j'ouvre une petite parenthèse sur une question que nous n'osons même pas poser, qui est celle de la représentation des jeunes. Parce que la question de la représentation des jeunes en pose tout de suite une autre, qui est celle du nombre de mandats. Si on recrute quelqu'un à 35 ans et que la limite d'âge c'est 75, on l'a au conseil d'administration pendant 40 ans. Alors c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Alors ceci, nous ne l'avons pas encore abordé, mais nous serons bien obligés de le faire très rapidement. Alors tout ça pour dire que pour garantir certainement une bonne représentativité de toutes ces dimensions-là au sein des conseils d'administration, il faut sortir, passez-moi l'expression, d'une sorte d'amateurisme qui a prévalu jusqu'à maintenant pour établir une véritable politique qui s'impose aux conseils d'administration, qui choisiront, mais qui s'imposera à eux, et une politique qui doit se traduire dans une véritable procédure. Et cette procédure-là, on pourrait très bien imaginer qu'elle puisse être confiée au comité de rémunération et de nomination qui existe dans tous nos conseils d'administration. La troisième et dernière grande exigence qui nous est apparue, c'est l'exigence de transparence. Là aussi, Mme Leroux a largement parlé de la question de l'évaluation du fonctionnement de nos conseils d'administration. Alors, il y a 2 questions.
Il y a l'évaluation du fonctionnement des conseils et il y a l'évaluation des administrateurs. À mon avis, les deux vont arriver sur le tapis très rapidement à travers les autorités prudentielles. Ça n'y est pas encore tout à fait, mais aucun doute, ça va arriver. Et donc, là, nous pensons que c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur et pour être tout à fait concret, nous avons demandé, la Fédération a demandé aux banques de bien vouloir procéder dès 2012, courant 2012, à une première phase qui est une auto-évaluation de leur fonctionnement. Je parle du fonctionnement du conseil, je ne parle pas de l'évaluation des administrateurs. De procéder dans un premier temps à une auto-évaluation de telle sorte à ce que les résultats puissent en figurer dans les rapports d'activité des banques de 2013. Ce sera un premier grand pas supplémentaire dans la démocratie coopérative, je crois. Alors, ceci est important et bien sûr, ça devra obligatoirement se poursuivre le plus rapidement possible par une évaluation externe selon des critères tout à fait indépendants, si je puis dire. Alors, je précise juste que pour l'auto-évaluation dont nous demandons qu'elle soit réalisée en 2012, la Fédération a élaboré une espèce de guide de procédure pour que les conseils puissent le réaliser sans difficulté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceci est une véritable révolution chez nous et que cette révolution-là va, je pense, s'intensifier. Alors, pour ne pas être trop long, je voudrais simplement conclure sur deux choses. Ce que je viens d'exposer là, en fait, ce sont des choses qui, de toute manière, vont nous arriver par les autorités qui nous surveillent. Et donc, il me semble que nous avons tout intérêt à anticiper et à ne pas nous laisser prendre par l'urgence. La deuxième et dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que pour des organismes coopératifs comme les nôtres, il me semble qu'il y a une ardente obligation à faire plus vite et à faire mieux que pour les autres. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Hassan El-Bessri, je vais vous poser une question difficile. Parce que je vous demande une autocritique. Qu'est-ce qui vous est reproché? Qu'est-ce qui est reproché à votre gouvernance? Alors, nous avons vu les études aux États-Unis, au Canada, ailleurs, ou en France. Qu'est-ce qui vous est reproché? Comment vous pourriez vous-même critiquer le système, critiquer votre gouvernance? Je ne vais pas critiquer notre propre système de gouvernance, mais parce que c'est un système que je vis également. Donc, j'y crois et j'y adhère. Mais c'est déjà beaucoup. Mais il est très important pour nous de prendre en charge ces critiques et de pouvoir leur apporter la solution idoine. Nous avons toujours l'habitude de vanter les mérites de notre propre mode de gouvernance, mais il est temps aussi, devant le contexte économique et financier que nous connaissons aujourd'hui, de se poser également un certain nombre de questionnements sur cette mode de gouvernance. Alors, il y a un point d'abord qui est fondamental par rapport à ce que disait Madame Leroux tout à l'heure. Ce n'est pas le mode de désignation de ces instances qui pose problème. Le mode de désignation est, je crois, le plus démocratique qu'on puisse trouver, puisqu'il part de la base, il part réellement de la base, qui est celle des clients sociétaires qui se réunissent en assemblée générale au niveau local, au niveau régional, puis fédérés au niveau national, etc. Donc le processus en lui-même est un réel processus démocratique. Et nous pouvons nous en être fiers. Là aussi, dans ce processus démocratique, nous intégrons toutes les composantes de la représentativité, de la présence de la femme, etc., etc. Donc toutes ces valeurs-là, nous les avons et nous les intégrons. Par contre, la question fondamentale qui est posée est celle du profil du sociétaire qui arrive aux hautes instances de gouvernance des banques coopératives, donc son profil et son aptitude et sa capacité à challenger les managers pour une meilleure performance. Je crois que c'est la question qui est fondamentale à mon avis. Et pour revenir sur cette question-là, voir d'abord ce que nous pouvons reprocher à ce sociétaire par rapport à cet objectif de challenger les managers des banques coopératives. Tout d'abord, le sociétaire est d'abord un client.
il y a évidemment cette double casquette d'être à la fois client et actionnaire, c'est-à-dire sociétaire. Et dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, sa qualité de client passe quelquefois avant sa qualité d'actionnaire. Je crois que c'est un point. Bien sûr, tout ça, c'est sujet à débat. Hein. Moi, je vais essayer de provoquer les débats. Et donc, ils vont avoir tendance à privilégier le court terme plutôt que le long terme, entre autres. C'est une des conséquences. Entre autres. Donc, il est beaucoup plus enclin à faire prévaloir sa qualité de client plutôt que sa qualité d'actionnaire. Et de ce fait-là, on s'oriente, d'ailleurs, M. Meyer l'a démontré tout à l'heure, il y a un intérêt très croissant des administrateurs chez nous pour des questions qui concernent la clientèle, notamment le taux d'intérêt débiteur ou les taux d'intérêt créditeur, etc. Donc vous voyez le cheminement où est-ce qu'il va nous mener. Alors le deuxième point qui est également sur lequel nous devons nous pencher, c'est l'émiettement de notre actionnariat, enfin de nos sociétaires. Chez nous, par exemple, au Maroc, nous avons 450 000 sociétaires. Et ça pose un autre problème qui est apparu à l'occasion de cette crise économique et financière internationale, c'est la capacité ou l'obligation même des sociétaires à recapitaliser les cas échéants les banques coopératives en cas de problème. Alors ça, il faut savoir que le sociétaire aujourd'hui n'a pas d'obligation à recapitaliser, contrairement aux sociétaires où, de par les lois qui réglementent l'activité bancaire, sont obligés d'apporter les fonds nécessaires pour la recapitalisation en cas de problème de la banque. Bon, nous, on est loin de ça parce que nous avons relevé tout à l'heure que notre mode de gouvernance, que notre système coopératif a été très performant et qu'il a pu faire face à la crise. Et de ce fait-là, les demandes en capitalisation étaient moins importantes que par rapport aux banques coopératives. C'est une source de fierté pour nous de dire ça, mais il est essentiel aussi que nous puissions régler cette problématique parce qu'elle a été posée à un moment donné à la fois par les agences de notation qui aujourd'hui commencent à changer un peu de perception des banques coopératives, il faut le dire, parce qu'il y a 3 ans, 4 ans, ils étaient dans une perspective négative et posaient clairement ce problème de la possibilité pour le sociétaire coopérateur, actionnaire d'une banque coopérative, de recapitaliser le cas échéant une banque en difficulté. Alors ça, c'est de façon globale un genre de questionnement, à mon avis, qu'il faut poser et peut-être pour lequel il faut également trouver réponse. Alors le troisième élément dans cette problématique aussi, c'est la présence d'administrateurs indépendants. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une recommandation, peut-être même plus qu'une recommandation, c'est une obligation même réglementaire, d'avoir des administrateurs indépendants capables de challenger les équipes, les managers. Et sur ce plan-là, le fait d'avoir des administrateurs indépendants au sein de banques coopératives peut poser problème aujourd'hui parce que dans la coopérative, nous partons du fait que ce sont les sociétaires qui sont dans les conseils d'administration de nos banques régionales. Alors le deuxième point, le dernier point que je vais évoquer dans notre gouvernance et auquel il faut également apporter des réponses nécessaires, c'est celui du processus de prise de décision. Je crois que ça a été également évoqué par M. Meyer. Et je crois que si le caractère pyramidal de notre organisation, c'est-à-dire que nous partons des banques locales jusqu'aux banques coopératives, jusqu'à la banque centrale, jusqu'à la fédération de toutes les banques, ces différents échelons peuvent également engendrer une lenteur dans le processus de prise de décision et nous handicaper face à nos obligations d'innovation et d'adaptation permanente au changement de l'environnement bancaire qui se dessine aujourd'hui. Voilà, je vais me contenter peut-être de ces questions-là qui sont à mon avis importantes. Peut-être qu'on peut en débattre, mais il est important, encore une fois, de ne pas éluder ces questions, mais de les affronter pour pouvoir y apporter les réponses adéquates. Merci, et je vous invite encore une fois, merci monsieur El-Bassri. Et vous êtes invité à prendre note, s'il vous plaît, de vos questions ou vos observations et compléter le débat qui a lieu actuellement. Alors, monsieur Reiners-Borns, vous représentez une banque populaire autrichienne. Et je souhaiterais simplement savoir, dans la crise actuelle que nous connaissons tous, quels sont les changements que vous avez opérés à ce jour? Y a-t-il eu des changements? Quel type de changement avez-vous fait au niveau de votre gouvernance? Is it okay? Would you like me to ask in English? The question is simple. It's just, there is a crisis. Did you operate any changes already
Are there changes? What kind of changes have you made in your governance since the beginning of the crisis? Thank you very much for this question and for this introduction. You're most welcome. I will focus in my statement on the governance and the changes in the governance of our group in the last 12 months, relating more to the governance of the group and not so intensively on the governance of the local banks or the governance of the board of directors and so on. If we speak about the corporate governance in the Austrian Volksbank Group, we speak about a group with a consolidated balance sheet of approximately 65 billion euros, 62 local banks and the central organization ÖFAG. They serve together in Austria around about 1 million retail customers, 100 SMEs in 550 branches and outlets. So in Austria we have a two-tier cooperative network that has to manage all the recent challenges, I want to say, as the consequences of the financial crisis, especially in Central and Eastern Europe, but also the high competition in the Austrian banking sector and, of course, the low interest rates in the markets we see nowadays. So a great challenge to our group is that as a consequence of the financial crisis, ÖFAG, our central organization, has to de-invest from their activities in Central Eastern Europe. And therefore, ÖFAG will focus in the future on the support of the local banks in serving the clients and customers in Austria of the Volksbanken. These developments and the strategic refocus on the Austrian retail and SME market have also an impact on the internal corporate governance of our group. We changed the cooperation within our group in intensifying the cooperation between local banks and the central organization, ÖFAG. The new cooperation model is quite similar to the governance model of the Rabobank Group in the Netherlands. I think some of you are familiar with this system. As you might know, this system has some advantages that make, also from our point of view, the management of the challenges in the Austrian market I mentioned before easier. Within the clear definition and especially the distinction of the tasks and functions of the local banks on the one hand and the central organization on the other hand, a higher efficiency within the decentralized network is possible. Due to the fact that also the supervisory framework respects this model of cooperation, this model reduces the regulatory burden for the local Volksbanken because the main topics of banking supervision as solvency and liquidity ratios and regulations only have to be fulfilled on group level. This new opportunities, but also the consequences in the new model have changed, of course, our internal governance model. The main principles in this change management process were to combine the cooperative values and principles as customer proximity, local knowledge and local responsibility with the new tasks and the new functions of the central organization, especially the common regulatory concerns of the whole group. The step to this new model for our organization was not so huge as it might sound, because up to now we fulfilled all the conditions for an institutional protection scheme and had already a group rating of Fitch Ratings and of course governance principles on group level. So the main changes we therefore had to implement was the right and the responsibility of the central organization to give general and individual directives to the local banks, especially in those regulatory topics that have to be fulfilled only on group level.
And for this purpose, we have established in ÖFAG, beside the supervisory board, a consultative panel, a consultative board, the so-called Council of Delegates. And in this council, 15 managers of local Volksbanken have the duty and the responsibility to check the proposals of these new directives of the central organization versus the local needs and the concerns for a successful customer service in the several regions of Austria. These general directives must be, these general directives, of course, they have to be adopted of this council. So the Council of Delegates is the important link in our new corporate governance structure between the cooperative needs on the one hand and the regulatory responsibility on the other hand of ÖFAG. So we try and we are convinced with this new governance model to meet the expectations of the customers on the one hand in the regions, in the local markets, but on the other hand to meet the expectations also of the supervisory authorities, but also the needs to come to a most efficient banking sector in the future. How long did it take, all this change, to put up the new organization and new institutions? How long did it take? No, you said it was easy. We had now a discussion and a period of discussion of around about 12 months in our organization to come to a well-balanced system functioning